Gauche à fond, 80 mètres. Droite à fond, sur 60 mètres, droite à fond, arbre. À fond, arbre. 60 mètres. Gauche à fond, 90 mètres. Droite à fond, sur gauche à fond. Sur 100 mètres, piège. Gauche sur attention, 65 plus rocher. 5 plus rocher. Gauche à fond. Et long droite à fond, long droite à fond. 120 mètres. Piège, gauche sur attention, épingle droite, frein à main serré. Épingle droite, frein à main serré. Droite à fond, 100 mètres. Gauche à fond, arbre. Sur 120 mètres. Piège. Droite sur attention, épingle gauche poteau. Épingle gauche poteau. Droite à fond, 180 mètres. Droite à fond. 90 mètres. Gauche sur attention, droite 65 plus rocher. 5 plus rocher. 60 mètres. Droite sur attention, gauche 25. Droite sur attention, gauche 25. Et droite sur attention, gauche 25 plus. Droite sur attention, gauche 25 plus. 60 mètres. Gauche à fond. Sur attention, droite, bon plus arbre. Sur gauche à fond, 130 mètres. 130 mètres, gauche à fond. 160 mètres. Droite à fond, avoir rail. Sur 70 mètres, piège. Gauche, bon plus, sur attention, droite 65 plus. Bon plus, sur attention, droite 65 plus. 5 plus. Gauche à fond, sur droite 65 plus rail. 5 plus rail. Et gauche à fond. Sur 40 mètres, 365 rail. Attention, 365 rail. Sur gauche 65, attention, glissant, rail. Et long droit 65, attention, glissant. 40 mètres. Gauche 25 plus, 5 plus. 80 mètres. Droite à fond, à voir. À fond, à voir. 80 mètres.
Cocotier et plage dorée composent le cocktail exotique de ce 20e Tour de la Réunion, haut en couleur et en participation, avec un plateau qui n'a pas grand-chose à envier à notre championnat de France. Avec tout d'abord des BMW, c'est normal me direz-vous, celle-ci aux mains d'un petit jeune encore inconnu, du moins pour l'instant. Les confirmés sont là aussi la preuve. Jean, qu'est-ce que tu attends comme météo? La plus mauvaise possible, un petit peu de pluie, un cyclone ou deux et puis un peu de volcan. En éruption, ça devrait nous suffire. Oui, vous l'avez bien reconnu, c'est Jean Ragnotti qui, entre deux courses de superproduction, retourne à ses premiers amours, le rallye. Tiens, Gérard Mandrea, c'est que les Alphas ne sont pas bien loin. En effet, Jean-Claude Chaussalet s'est glissé pour l'occasion dans le baquet de la voiture de Jean-François Mourgue. Le vainqueur de l'année dernière, et là aussi, cela va de soi. Tony Rigbourg, tu as gagné le rallye l'an dernier, est-ce que tu peux nous présenter l'épreuve? C'est une épreuve assez technique. Il y a des montées, des descentes, du faux plat, c'est assez sale, il y a beaucoup de petits pièges. Mais à vrai dire, ceux qui font figure de favoris sont de chez nous, si je puis dire. Chatriot, Perrin avec leur traditionnel BMW et François Delecour et Christian Tilbert sur la 309. En fait, ce rallye dont le départ est donné le soir de Saint-Denis va vite prendre des allures de course par élimination. Jean Ragnotti ne passe pas le cap de la deuxième spéciale, Tony Rigbourg abandonne dans la troisième. Le moins que l'on puisse dire, c'est que François Chatriot n'est pas particulièrement détendu à l'heure du départ. Motif, manque de reconnaissance. Il n'y a pas de spectateurs, ça glisse énormément. Jeannot est sorti là. Il sera cependant le premier leader de l'épreuve, rapidement imité en cela par Chaussalet, le pilote de l'Alpha qui mènera durant 2 épreuves spéciales, après quoi il se retirera sur la pointe des pieds, alternateur out. Après l'abandon de ce dernier, c'est Sabir Ghani qui reprend le flambeau des pilotes locaux. François Delecour, toujours aussi impérial, ne verra pas lui aussi la ligne d'arrivée, mais aura plutôt l'occasion de faire connaissance avec la végétation de l'île. Dès lors, le cyclone BMW va tout balayer, Chatriot, De Meyer et Ghani sonnant la charge. Je vous propose à présent de suivre la séquence action de ce 20e rallye de la Réunion. Après 228 km de chrono, en groupe N, Pierre-Manuel Génaud et son Alpha l'emportent. En groupe A, celui qu'on attendait, François Chatriot, abandonnera tout près du but. La victoire finale revient donc à Sabir Ghani qui s'impose devant Philippe de Meyer. Sabir Ghani monte à 20 ans sur la plus haute marche du podium et devient ainsi le plus jeune vainqueur du Tour de la Réunion. El segundo puesto, reiteramos, la clase A. En la clase A, grupo 7, donde está liderando en estos momentos Ernesto Mario Soto, que está colocando el mejor auto de producción nacional en este Rally Argentina 89, Prime número 25, Santa Rosa de Calamuchita, San Agustín. El Nano Estela está en la línea de largada, va a largar en cualquier momento tratando de costar los 10 segundos que le lleva Miguel Ángel Torrás en esta competencia. Detrás del Nano Estela está el uruguayo Gustavo Trelles con el Lancia del grupo N, apresto también a largar. Va a largar el Nano Estela, atención, acelera su máquina, largó. Buenos Aires, capitale de l'Argentine, accueillait les concurrents de la 6e manche du championnat du monde des rallyes.
Une crise économique importante sévit actuellement dans le pays. Vastes étendues sauvages, l'Argentine nous a éblouis. Peu d'usines ont fait le déplacement en Amérique du Sud. Pour la victoire, on retrouvera les Lancia Delta HF intégrales aux couleurs Martini de Recalde et Michael Eriksson. Une troisième voiture aux couleurs Totype pour Alexandro Fiorio, toujours à la recherche de sa première victoire en championnat du monde. Fischer et son Audi 200 Quattro tentent une place d'honneur. Ils termineront 4e. Pas de Subaru Turbo à l'arrivée. Le néo-zélandais Bourne et le chilien Celsi devront abandonner. Les Argentins n'ont pas manqué ce grand rendez-vous et ils sont venus en famille assister au fabuleux spectacle. Ici, en action, les nombreuses Renault 18 GTX pilotées par les meilleurs locaux comme Soto, Toras ou Traverso. Un peu plus loin, au pied de la célèbre ville qui a vu naître le tango et Carlos Gardel, la première journée est bien engagée. Jorge Recalde, soucieux d'être le meilleur dans son pays, est en tête. Sur son passage, ses fidèles supporters l'acclament et l'encouragent de leur voix. Il termine la deuxième étape avec 46 secondes d'avance sur Eriksson et 1 minute sur Fiorio. Mais à la réception d'une bosse, sa Lancia pique du nez et heurte violemment un rocher. Le diagnostic est simple, radiateur d'huile HS. L'Argentin rejoint au ralenti son assistance, 12 minutes de perdu, et Recalde ne pourra terminer qu'à la 3e place. En seconde position, nous retrouvons une autre Lancia, celle du Joli Club. À son volant, Alexandro Fiorio réalise des exploits en revenant à 12 secondes du leader. Il remportera au total 11 temps scratch. Au départ de la dernière étape, le moteur de sa Delta se met soudain à chauffer. Ça va mal parce que dans la dernière épreuve, j'ai cassé la 5e et j'ai perdu 2 minutes aussi, je pense, terminer 2e. Sagement, Fiorio terminera second. Le vainqueur, c'est lui, le numéro 3, Michael Eriksson, dont ce sera la première victoire en championnat du monde. Compétitivité et fiabilité ont fait du Suédois un nouveau grand vainqueur. Podium et félicitations pour l'équipe Lancia Martini. Le pays des 1000 lacs, c'est la Finlande. Les étendues de forêt et d'eau recouvrent la majorité du territoire. Nous sommes à Jyväskylä, ville d'accueil de la 7e manche du championnat du monde des rallyes. On est au mois d'août, c'est l'été, mais ici le soleil est rare et quand il est de la partie, il faut en profiter. Une règle d'or, la limitation de vitesse. La police, omniprésente, et les radars dans les voitures banalisées feront des ravages parmi la presse. Les bosses seront le lot quotidien des concurrents. Le plateau est exceptionnel, qu'on en juge. 3 Lancia officiels, Allen, Oriol, et pour la première fois, Jason. 2 Mitsubishi Galant, Vatanen et le transfuge de Lancia, Michael Eriksson. Retour de Mazda avec Anu Mikkola et Timo Salonen. Toyota Celica, Sankunen, Sainz, et Kenneth Eriksson. Une Audi avec en particulier Schwartz.
et 2 Opel avec Haider et Matt Johnson. Comme de coutume, au départ de la première étape, la pluie est au rendez-vous. Ce n'est pas encore cette année que l'on aura de la poussière au 1000 lacs. La première locomotive, c'est Toyota avec Kankkunen et Sainz. Allen et Vatanen sont accrochés aux 2 motrices de tête. Au terme de la première journée de course, on fait les comptes. Carlos Sainz, l'Espagnol, a légèrement décroché, mais Juha Kankkunen conserve la tête. Il possède 5 secondes d'avance sur Markku Alén qui a réalisé 6 crashs consécutifs, boost du turbo au maximum sur la Lancia. Les autres sont déjà loin ou ont abandonné. C'est le cas d'Oriol après avoir heurté une pierre. De Hannu Mikkola, c'est la transmission qui cause sa perte. Kenneth Eriksson connaît des problèmes moteurs. Quant au champion du monde, Miki Biesson, il se familiarise avec le terrain. C'est sa première participation. Sur la deuxième Mazda, Timo Salonen pilote au maximum des possibilités de la voiture. L'autre Eriksson, Mikael, évolue prudemment. C'est son premier rallye au volant de la Mitsubishi. Quant à Sainz, longtemps en évidence, il rétrograde suite à des soucis de transmission. La 3e place est occupée par Ari Vatanen. Toujours des forêts, des lacs et du mauvais temps au départ de la 2e étape. On attend avec suspense l'issue du duel entre Juha Kankkunen et Markku Alén. Les 2 hommes restent très tendus. On verra bien, la journée est très longue. Il reste encore beaucoup d'épreuves chronométrées. Si Kankkunen a l'air relativement confiant, Alén ne comprend pas comment la Toyota et son pilote peuvent aller plus vite que lui. Sur la Lancia, on vérifie tout. Suspension, train avant, les pneumatiques ne posent pas de problème, mais tout est contrôlé pour plus de sécurité. Les 3 voitures de tête et leurs 3 pilotes sont au maximum. Alors... Eh bien, à l'assistance suivante, c'est la Mitsubishi de Mikael Eriksson qui arrive la première. En moins de 2 spéciales, les événements se sont précipités. Alén a abandonné, la pression trop élevée du turbo a été mal supportée par la Lancia. Vatanen a perdu sa poulie de distribution et le moteur refuse tout service. Quant à Kankkunen, il est victime d'un court-circuit qui entraîne un début d'incendie. Eriksson est en tête. Il possède 6 secondes d'avance sur la Toyota de Sainz quand l'Espagnol sort de la route et perd plus de 4 minutes. Miki Biesson termine 6e malgré beaucoup de menus ennuis. Timo Salonen cueille les fruits d'une 2e place grâce à une course régulière. Et Mikael Eriksson offre à Mitsubishi sa première victoire mondiale. La voiture est très facile à conduire et je pense que nous avons un gros avantage avec les pneus Michelin de grand diamètre. Ils sont excellents et procurent une bonne adhérence, en particulier quand le terrain est mouillé et glissant. C'est la 2e victoire consécutive en championnat du monde du pilote suédois qui poussait avec 2 voitures différentes. Rentrée des classes studieuses et traditionnelles pour les pilotes du championnat de France des rallyes à l'occasion du rallye du Mont-Blanc. Les conditions météo annoncées sur Morzine pour cette 6e manche n'effraient cependant pas tout le monde. On est bien content d'être ici. Moi, ça faisait 7 ans que je n'avais pas fait le rallye du Mont-Blanc. C'est une épreuve que j'ai gagnée 3 fois, que j'affectionne particulièrement et j'espère bien renouer avec la victoire ici.
Sabi sera coupé dans son élan et abandonnera sur casse-moteur dans la 4e épreuve spéciale, laissant ainsi le champ libre à François Chatriot, d'autant qu'il sera rapidement imité par le pilote de l'Alfa, Jacques Panciatici, même cause, même effet. Dès lors, le pilote de la BMW en profite pour s'envoler et contrôler son avance sur le suivant immédiat, 35 secondes d'écart. C'est le résultat au terme de la première étape entre les deux premiers du général. Comment se passe ce début de course, François? Bon, après les ennuis de Bruno, évidemment, ça a changé toute la philosophie de la course, mais c'est pas que ça se passe mal actuellement, mais on a un problème de vibration qui dure depuis quelques temps, ça m'a déconcentré. Le second, c'est-à-dire celui qui tente de résister, c'est Pierre-César Baroni, au volant de sa Sierra Cosworth. Motivé, voire transformé, disent certains, par sa récente victoire au rallye d'Alsace, il est le seul en mesure de pouvoir inquiéter le leader. Samedi matin, l'un des hommes forts de la deuxième étape est incontestablement François Delecourt, qui, dès que les conditions sont mauvaises, donc avantageuses pour sa voiture, sait merveilleusement en tirer profit, à l'image de son temps scratch dans l'épreuve spéciale du Méru. À ce moment précis, le pilote de la 309 est à vrai dire en guerre. En guerre contre Jean-Pierre Ballet, là, pas de place pour les âmes sensibles, d'autant qu'au départ de la deuxième journée, les deux pilotes sont séparés par 2 secondes, autant dire rien. Pour leur bravoure et beaucoup de style, ils méritent tous les deux le paradis des pilotes. Le début de course tourne à l'avantage des pilotes des Ford Sierra, si bien qu'au premier soir, Philippe Thierry se retrouve en tête devant Éric Mauffret, lui aussi au volant d'une Ford. Alain Oreille, bien revenu sur la fin de la journée, est à 36 secondes du leader du groupe. Le lendemain, tout change et plus précisément les conditions météo. Encore plus de pluie et plus de brouillard. À ce petit jeu, ce sont les pilotes funambules des R5 GT Turbo qui reprennent l'avantage. Chrono après chrono, Alain Oreille et Christian Gazot signent à tour de rôle des performances époustouflantes. En fait, Christian Gazot tentera le tout pour le tout dans le dernier chrono en optant pour un choix de pneus surprenant vu les conditions du départ. Slick pour Alain Oreille qui n'est pas vraiment tombé de la dernière pluie. Pneu pluie pour Christian Gazot. La suite, on la connaît. Trompe d'eau au sommet de cette dernière spéciale. Résultat, temps scratch devant les groupes A, excusez du peu, et la clé de la victoire en groupe N. Au chapitre de ceux qui ont fait les frais de cette fin de parcours, citons Philippe Thierry, victime d'une touchette, Jean-Pierre Ballet qui perdra le bénéfice de la 3e place. Au rang de ceux pour qui la course aura été un long fleuve tranquille, hommage à François Chatriot pour le sans faute. À Pierre-César Baroni, 2e de l'épreuve et 2nd au championnat. À la Maestria de François Delecourt, 3e. En fait, François Chatriot ne sera pas venu pour rien puisqu'il consolide sa position de leader au championnat, d'autant que Bruno Sabi, au vu des conditions, a raté probablement la plus belle occasion de l'année. L'avenir le dira. Je vous propose, avant de nous retrouver en pays niçois pour la 7e manche, de terminer sur Christian Gazot, auteur du plus beau suspense de l'année. Perth, capitale de l'Ouest australien. Un pays neuf, immense, 14 fois la superficie de la France et à plus de 15 000 km de chez nous. Cette ville, aux allures américaines, est située à côté de Fremantle, célèbre port où s'est jouée la Coupe de l'América. C'est la 2e édition du rallye d'Australie et c'est déjà une manche du championnat du monde. Nous sommes dans l'hémisphère sud et en septembre, c'est le printemps. Si la Statue de la Liberté est le symbole des États-Unis, le koala et surtout le kangourou représentent l'Australie. Après leurs échecs respectifs en Finlande, on attend un nouveau duel Toyota-Lancia. Les deux fers de lance sont Kankkunen et Allen, amis sur la ligne de départ et ennemis sur la piste.
deuxième Toyota est confiée à Ericsson, la deuxième Lancia à Fiorio. Notons la présence du vainqueur de la première édition, Ingvar Carlsson, sur sa Mazda, de quelques outsiders, Heider et Wilson sur des Opel, et Rod Millen, l'Australien, sur une Mazda. Le rallye est entièrement disputé sur la terre et les pistes sillonnent les immenses forêts pour faire escale chaque soir à Perth. Juha Kankkunen prend d'entrée position en tête de la course. Carlsson réalise le deuxième temps de la première spéciale, mais s'arrête longuement à son assistance. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas exactement, on pense que c'est le joint de culasse. Mark Wallin s'accroche à la Toyota du leader. Il est suivi de Ericsson. Et quatrième. À l'autre bout du monde, il y a des rencontres étonnantes. Le Schwimmingum. Vous l'avez tous reconnu, c'est bien Alain Oreille. Renault vient de tenter l'aventure australienne à la recherche de précieux points pour le titre de champion du monde en groupe N. La petite Renault 5 a en effet déjà remporté le Monte-Carlo et la Corse. Et pour être classé, il faut participer à un rallye hors Europe. Mais le tout début, c'était un peu la catastrophe, puisqu'il a fait une tempête cette nuit, on a découvert des spéciales détrempées, et c'était vraiment l'horreur. C'était plein de boue, hyper glissant et tout. Bon là, ça commence à sécher, et à mesure que ça sèche, je pense qu'on progresse, on remonte, on fait des meilleurs temps. Et puis en plus, je prends confiance en moi, parce qu'au début, c'était vraiment pas évident. On le comprend, à part une escapade aux 1000 pistes en 84, le pilote de Martigues n'a jamais mis une roue sur la terre. Une des caractéristiques des forêts australiennes, la quarantaine. Pour éviter la propagation d'une maladie qui terrasse les arbres, toutes les voitures sont désinfectées avant de pénétrer dans ces lieux protégés. En tête, Kankkunen s'est envolé. Allen est en bagarre pour préserver sa deuxième place face à Ericsson. À l'assistance, le Finlandais doit se rendre à l'évidence. Les pistes sont très rapides, la puissance est déterminante et malgré tous les efforts de Michelin pour améliorer encore l'adhérence en retaillant ses pneumatiques de façon originale, c'est la voiture qui ne suit plus. Il faut dire que le constructeur italien n'a pas jeté toutes ses forces dans la bataille. Allen et Fiorio ne sont pas considérés comme les plus rapides du moment et les Lancia, bien que reconditionnés, ont déjà disputé l'Argentine. Les deux pilotes termineront derrière les deux Toyota. Je pense qu'une voiture de course n'est jamais parfaite. On peut toujours progresser, notamment au niveau des pneumatiques et des suspensions. Mais je pense qu'on est arrivé au même niveau que les autres. Aussi, je suis très content. Il peut être heureux, Kankkunen, cela fait 2 ans qu'il attend cette victoire. La première en championnat du monde pour Toyota. Après Mitsubishi en Finlande, voilà un nouveau succès de l'Empire du Soleil Levant. La nouvelle arme de Turin, l'intégrale 16 soupapes, devrait apparaître au prochain rallye de San Remo. En attendant, Toyota et Kankkunen pouvaient sabler le champagne, tout comme Alain Oreille. Ça s'est déroulé à merveille, l'équipe a marché superment bien, la voiture elle est quasiment neuve. Moi j'ai pas fait de photo, j'ai même pas fait tête à queue, donc sinon le positif c'est certains endroits dans certains spéciales qui étaient vraiment, c'était fabuleux, c'était lisse, c'était rapide. Et le négatif, c'était les croisements avec de la boue et la perte de motricité. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis très très content quand même. Et la voiture m'a surpris. Le pilote Renault hisse sa petite R5 sur la 3e marche du podium en groupe N.
De Morzinani, il n'y a qu'un pas que je vous propose de faire à l'occasion de la 7e manche du championnat, le tour auto, pour assister entre autres à la passe d'armes décisive entre Chatriot et Saby. La problématique étant simple, Bruno doit l'emporter s'il souhaite conserver une chance pour le championnat. Avec Christian Esposi également, la caisse d'épargne qui nous aide beaucoup dans Départ, promenade des Anglais, premier coup de théâtre, c'est un 3e larron qui signe la première performance du jour. Jacques Piancetti vient en effet de signer dans le premier chrono le temps scratch. Derrière, François Chatriot prend le rythme de la course, surveillant du coin de l'œil Bruno Saby. Pierre-César Baroni sera le premier grand malchanceux de l'épreuve, avec 2 crevaisons en 3 spéciales. Avouez quand même que c'est des coups à avoir le moral bien à plat. Bruno Saby, aux prises avec des problèmes de tenue de route, sent déjà la victoire lui glisser entre les doigts. À la nuit tombée, François Chatriot et Jacques Piancetti rentreront ex aequo pour la première étape, histoire de donner du regret pour la saison écoulée au pilote de l'Alpha. Le Grenoblois sera second à 23 secondes des 2 hommes et Baroni, accablé, sera 11e à plus de 3 minutes. Le lendemain, durant le regroupement à Lantosque, les commentaires vont bon train. On n'a pas eu l'impression d'apercevoir le bout du tunnel quand même depuis hier là. Bah, hier on était heureux parce que, surtout pour les mécaniciens, parce qu'ils ont tellement bossé depuis 3 mois qu'il leur fallait vraiment une 40 et la 40 ils l'ont eu hier parce qu'on a montré que l'Alpha était compétitive par rapport à la BM et la Lancia. François Chatriot, faut se cracher dans les mains, hein. C'est pas évident. Hein. Ah, faut se cracher dans les mains parce que maintenant, là j'en avais pas qu'un, j'en avais 2. Bon, César nous a laissé tomber lâchement depuis hier soir, mais Jacques Piancetti est venu jouer avec nous et de toute façon j'essaye absolument d'aller le plus vite possible pour gagner. Comme quoi un championnat de France c'est jamais dans la poche. Hein. C'est de toute façon jamais fini. En plus j'essaye pas du tout de penser au championnat, je me concentre sur cette épreuve, il faut que j'arrive à battre Bruno dans cette épreuve et puis après on verra. Mais le problème c'est ici. Pour le moment ça se passe pas trop mal, mais rien n'est fini, la température monte donc tout peut évoluer en fonction des pneus. Ça monte. C'est toujours difficile de parler personnellement. Nous on est en parc ici à Lantos, qui reste la moitié du rallye à faire et vous êtes 3 dans un mouchoir de poche. Oui, mais là, je vois, j'attaque autant que d'habitude et ça fait pas des temps. Alors, j'ai bien peur que, enfin, on va voir après ce changement d'amortisseur. On essaye de faire, mais il y a très peu de temps d'assistance ici. Il y a un rythme assez soutenu et il y aurait des choses à faire, des changements de barre, il y aurait des pièces à essayer, mais on peut pas, on n'a pas le temps. Alors, on essaye quand même de faire ce qu'on peut. De se restaurer et c'est déjà reparti, avec les mêmes, mais pas forcément dans le même ordre. Le premier à déchanter, c'est le héros de la veille, qui sent déjà la tenue de route de son Alpha se dégrader, ce qui le mettra 3e à plus de 2 minutes à l'issue de la 2e étape. Une étape qui verra François Chatriot reprendre ses droits, c'est-à-dire la place de leader. Le temps d'une figure libre de Meyer sera 5e à 7 minutes. 3e et dernier jour, la course est entendue, Chatriot file vers une nouvelle victoire, Bruno, impuissant, laisse s'envoler la première place de ce tour auto qui lui aurait certainement permis de pouvoir espérer pour le titre. Il était dit que ça ne se passerait pas et Pensia abandonne. Salut à l'artiste qui prendra à la fin de la saison sa retraite de pilote. Chatriot, avec 42 points d'avance, va pouvoir être serein pour la fin de cette saison. En groupe N, énième affrontement GT Turbo contre Ford Sierra avec dans les rôles principaux Christophe Spigliotti, Jean-Mario Tobruk pour Ford et pour Renault, Christian Gazzo et les frères Panizzi. D'entrée de jeu, Christophe Spigliotti imposera sa loi, laissant à Christian Gazzo, qui a bien résisté malgré tout, les miettes du groupe N. À présent, en compagnie de Bruno Saby et François Delecourt, 2 héros de cette épreuve, respectivement second et 3e, je vous propose de regagner la ligne d'arrivée de ce tour auto. Prochain rendez-vous, si vous le voulez bien, l'Antibes, dans 15 jours. De commencer à rêver la nuit de battre un jour une Lancia et c'est arrivé aujourd'hui.
Classique. En remportant le rallye d'Antibes, François Chatriot est sacré champion de France des rallyes 1989. C'est super, c'est vraiment super. Content pour le rallye déjà, puis pour le championnat ensuite? Ouais, l'objectif au départ c'était le rallye, je trouve ça extra de remporter le rallye d'Antibes, c'est un rallye que je rêvais de remporter et en plus ça nous donne le championnat de France. La première étape démarrait par 6 épreuves de nuit, courues dans le haut pays grassois. La lutte entre Chatriot et Sabi reprenait ses droits, nous les retrouvons à l'arrivée de l'épreuve numéro 5. Petit souci de ressort arrière parce qu'on avait un nouveau manufacturier et ils marchaient pas bien. On est revenu aux solutions. Ça va. On a cassé le pont arrière là. Antoine pour Bruno, t'es à la sortie là? Bruno Sabi, voyez-la s'envoler quelques précieuses minutes. À l'assistance, eh bien, ses mécanos se jettent sous la voiture. Ici aussi, c'est une course contre la montre. La réparation sera effectuée en un temps record. Bruno reste soucieux. Le lendemain, sur les routes de l'arrière-pays niçois, c'est Pierre-César Baroni qui se glisse à la seconde place derrière la BMW de Chatriot. Sabi, troisième résigné, tente malgré tout de garder le contact en cherchant les meilleurs réglages. Mais la cause est entendue, Baroni sera le seul à pouvoir inquiéter le Toubib. Chose qu'il assure parfaitement, obligeant Chatriot à sortir l'attaque des grands jours. Duel à coups de seconde, les acteurs sont en piste. 53. Okay. Démonstration de François Delecourt qui réalise une fois de plus des prouesses, mini-puissance par rapport au BM et au Ford, mais il fait le maximum. Troisième et dernière étape avec les célèbres passages du Turini et les épingles de Loda, Col Saint-Roch. Chatriot maintient sa position sur la Ford de Baroni, mais au fil des épreuves, l'écart se réduit. Le spectacle est alors de toute beauté. Amortisseur pour François Delecourt qui laissera pour un court instant l'avantage à la BMW de De Meyer. Mais il fallait s'y attendre, cela ne dure pas et Delecourt, dans un style bien à lui, reprend son dû. Pour ce qui est du groupe N, c'est encore Panizzi qui conteste la supériorité de la Ford Sierra de Jean-Marie Autobruck, mais aussi des autres R5 telles que celles de Christian Gazot et de Giordano. Vitesse et précipitation auront raison en fait de ce résultat chèrement acquis, et c'est Giordano qui de ce fait hérite de la victoire en groupe N. Tout comme à l'Alpin, les frères Panizzi ont fait réelle impression, en tout cas pour l'ensemble de leur carrière. Ils se verront en fin d'année élus espoirs de l'année par un mensuel spécialisé bien connu. Un peu plus haut, sur le sommet du Turini, les hommes de tête en décousent. Baroni ayant perdu, semble-t-il, un peu de terrain sur Chatriot. À quelques kilomètres du sacre pour son premier titre de champion de France, François Chatriot fait une dernière fois le point. Ça se passe pas mal. Il reste 3 spéciales, on a 40 secondes d'avance sur César, donc il faut continuer à aller vite parce que 40 secondes c'est pas assez pour assurer, sans faire de conneries, sans toucher une bordure, sans risquer de crever. Pour le moment j'essaie surtout de finir ce rallye et de gagner, puis après on en verra les conséquences.
Elle est rouge, elle est belle, c'est le look de la Lancia Intégrale 16 soupapes, nouvelle arme de Turin dans le championnat du monde des rallyes. 2 voitures pour ce rallye de San Remo. La première confiée à Mickey Bézone, la seconde à Didier Auriol. Alors Didier, comment s'est passé ces reconnaissances? Bon, disons bien, on a pris en main la nouvelle voiture avec le nouveau moteur, disons, surtout le nouveau moteur. La voiture marche à merveille, le moteur, il y a plus de couple. Bon, on n'a pas encore fait des références de temps, mais on sera là au départ d'Australie pour voir. Tu vas nous ramener une victoire? On espère à la victoire. Bon, maintenant, pendant la course, c'est autre chose. Hein. Je crois que je ne suis pas le seul. Alors on va se battre et puis on verra à la fin. Hein. Il faut être assez philosophe maintenant, de toute façon. Hein. Qu'on le soit ou qu'on ne le soit pas, ce qui doit arriver arrivera. Hein. À la sortie de l'asphalte, l'équipage Auriol-Ocelli est en tête. Mais la première épreuve sur terre leur est fatale. La Lancia Intégrale numéro 5 sort dans un champ après plusieurs tonneaux, heureusement sans dommage pour Didier et Bernard. Qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est tout. Réception d'une grosse. En reconnaissance le soir, je passais à fond. Là, je suis passé à fond et puis on s'est. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est foutu au bout. Une série noire difficile pour le pilote de Millau. C'est alors Mickey Bézone qui reprend le flambeau. Pas pour longtemps car l'Italien effectue une touchette occasionnant une crevaison et perd 2 minutes. Pour Mickey, commence alors une course-poursuite difficile. Rien ne va vraiment très fort pour Lancia. Serrato sur l'asphalte réalise les 3 premiers scratchs, mais il casse son différentiel dans l'épreuve suivante. Il aborde la terre avec un handicap de plus de 4 minutes. Heureusement, Fiorio, sur la seule Lancia épargnée par les ennuis, occupe à son tour les devants de la scène. L'Espagnol Carlos Sainz, sans délicatesse avec sa Toyota sur le goudron, passe à l'attaque dès les premières épreuves sur terre. Il prendra la tête de la course au terme de la 2e étape. L'autre Toyota, celle de Juha Kankkunen, est victime d'une crevaison, puis du bris d'un arbre de roue et enfin d'une absence de frein en pleine spéciale. Le Finlandais, désabusé et hors du coup. Après la Toscane et le retour à San Remo via 600 km d'autoroute, il reste encore à disputer la dernière boucle sur l'asphalte. Il fait encore nuit quand Sainz s'élance le premier. Il possède 1 minute d'avance sur Fiorio et presque 2 minutes sur Bézone. Mais les premières lueurs du soleil annoncent la fin de règne du Matador. Déjà handicapé sur ce terrain, sa Toyota connaît un problème d'accélérateur bloqué. On pense alors que Fiorio va l'emporter. Parti encore de plus loin, Bézone veut prouver qu'il est bien le meilleur. Il réussit 7 en scratch sur 9 et réalise l'exploit. Il remporte le rallye de San Remo et son 2e titre de champion du monde pour 5 petites secondes. L'autre grand bonhomme du rallye, c'est Alain Oreille, engagé avec sa Renault 5 GT Turbo, Groupe N. Sur la terre et face aux 4 roues motrices, Alain supporte la comparaison. Il sort la grande attaque et réalise des chronos exceptionnels.
Pour l'instant, c'est le rêve, hein, puisqu'on est en tête du groupe. J'aurais jamais pensé ça. La fiabilité de la Renault 5 sera un atout incontestable. À l'assistance, aucun problème. Le pilote de Martigues devra néanmoins céder le commandement à la fin des épreuves terre à Grégoire de Mévieux. Mais dans la dernière étape, et malgré pratiquement 2 minutes de retard, le pilote Renault fait le forcing. Il remportera le groupe N à 3 spéciales du podium. Alain Oreille, contrat rempli ici à San-Remo? Oui, pleinement rempli, puisqu'au départ c'était un pari difficile et on gagne le groupe, c'est plus qu'un contrat rempli. Ça a été difficile? Ça a été difficile étant donné qu'il y avait quand même de la terre et il y avait de la mauvaise terre. Et par contre la voiture s'est comportée à merveille et c'est ce qui nous a permis, je pense, de faire la différence. Il est des hommes qui marquent des générations comme d'autres marquent l'histoire. L'histoire que nous vous proposons, c'est celle d'un homme, d'une équipe, d'une marque. Edmond Simon, préparateur de son état, est parti en guerre contre tous ceux qui voudraient lui ravir le titre de champion du monde groupe N. Quand je dis lui, entendez par là tout le staff de Renault Sport qu'il est arrivé à convaincre dans son rêve fou. La petite R5 est arrivée à Abidjan par avion cargo et 5 tonnes de matériel, rien que ça, et 3 Jeep Cherokee destinés à l'assistance rapide. Qu'est-ce qui va faire la différence à l'arrivée? L'intelligence du pilote, parce qu'il faut aller très doucement. Ça c'est sûr et certain, et on fera les comptes à l'arrivée. Aux vérifications techniques, Alain Oreille paraît confiant, mais ses principaux adversaires sont en premier lieu l'Uruguayen Gustavo Trelles. Je pense que c'est un rallye très difficile, è un rallye africano, non comme un rallye del mondial, parce que les roads c'est très dur. Et en second lieu, le Belge Grégoire de Mévieux sur une Mazda 323. Deuxième départ dans un rallye type africain, puisqu'on a fait le Kenya. Et on a fait tout le tour et on est assez optimiste parce que le parcours nous convient bien, et bien la voiture aussi. Donc tous les espoirs sont permis. Plus de 3500 km attendent les concurrents sur des pistes pas toujours carrossables, c'est le moins que l'on puisse dire. Le pilote de Martigues et sa R5 GT Turbo sont désormais partis pour l'aventure.
À Yamoussoukro, terme de la deuxième étape, premier coup d'œil. Il faut admirer ce monument, copie conforme de la basilique de Rome, impressionnant. Pour l'heure, il est temps de faire les comptes. En groupe A, l'hécatombe est totale. Stoll, Ambrosino, Chin, De Martini ont tous abandonné. Alain Oreille après 2500 km et second au classement général, et oui. Le déchet est tout aussi important. Le Belge Gaban, longtemps leader, a perdu 2 heures suite à des problèmes mécaniques. Il renoncera définitivement. Gustavo Trelles se sera tout d'abord embourbé avant de jeter l'éponge. C'est Grégoire de Mégus qui se montrera le plus dangereux avant de sortir de la route, obligé d'attaquer très fort pour suivre Alain Oreille. Ajoutez à tout cela l'abandon du malheureux Jean-Pierre Van Vomer, le Belge, leader depuis la moitié du rallye sur sa Toyota, et vous connaîtrez le vainqueur. C'est la première fois qu'une Groupe N remporte un rallye du championnat du monde. C'est aussi la première fois pour le pilote de la régie. Alain Oreille remporte le titre de champion du monde des voitures de production. Le maçon de Martigues est en train de se bâtir une réputation mondiale, lui qui n'était pratiquement jamais sorti de son pays. Alors ça, c'est une belle histoire, hein. Didier Auriol aux Cévennes, c'est un plus pour le rallye, c'est un plus pour le championnat de France. Et pourquoi, en dehors du plus peut-être sentimental? Je crois que de toute façon, on est ici un petit peu, disons, le team Lancia Martini avait besoin de faire des essais de cette nouvelle voiture, donc de cette nouvelle Lancia 16 soupape sur l'asphalte. Et je pense que le Critérium des Cévennes, on va trouver un petit peu des routes glissantes, des routes abrasives, des routes bosselées, donc un terrain idéal. C'est un peu une forme de répétition générale en pensant à l'année prochaine aussi, un banc d'essai? Oui, c'est ça. Je crois que bon, dès le mois de janvier, on va avoir le Monte Carlo, bon, qui en principe est enneigé, mais chaque année, on trouve quand même beaucoup de spécial sur le sec. Et donc, à nous de voir un petit peu la suspension, les pneumatiques Michelin également, puisqu'on va faire des essais de nouvelles gommes Y qui sont des pneus très tendres, en vue de spécial un petit peu humide, de style Monte Carlo. Il y a eu un commentaire, je crois que c'est quelqu'un de chez vous, de chez Lancia, après votre sortie au San Remo, qu'on peut prendre en deux sens, en disant ou c'est assez incisif ou au contraire c'est très gentil, disant que si un jour, je reprends finalement ce que je crois que c'est Franco Listro qui a dit ça, si un jour vous arrêtez d'être à 105% de vos moyens, vous serez Mickey Biasdione. Si on le prend dans un certain sens, c'est plutôt un compliment. Oui, non, mais enfin, j'ai pas envie de ressembler à un pilote plutôt qu'à un autre. Je pense que Mickey Biasdione est un excellent pilote qui fait des courses fantastiques, qui par contre a l'expérience du championnat du monde depuis 6 ans, ce que je n'ai pas. Je veux dire, moi je suis un jeune pilote, c'est ma première année en championnat du monde et c'est la première année que je me retrouve en tête de rallye de championnat du monde, même si je fais des petites fautes. Bon, il faut revenir un petit peu en arrière et penser que Mickey Biasdione, ça fait peut-être 6 ou 7 ans maintenant qu'il participe à ces manches de championnat du monde et peut-être les 3 premières années où il était en rallye, il n'était peut-être pas en tête, donc il était un petit peu en arrière, donc je pense que je fais un apprentissage très vite en me montrant au plus haut niveau. Bon, et puis il faut pas monter ça, enfin, pour moi c'est pas dû à ma fougue, ma sortie de route, puisqu'avant le départ, malheureusement avec Bernard on a dit c'est la première spéciale sur terre, donc on ne prend pas de risque. Bon, et puis on s'est retrouvé au trou sur une bosse, sur une réaction que je n'ai encore pas encore très bien assimilée, pas bien comprise. Bon, mais je veux dire, ça fait partie de la course, il y a des moments de réussite, il y en a d'autres un petit peu moins de réussite, mais je crois que ça tourne, la roue tourne, mais j'ai pas spécialement envie de ressembler à Mickey Biasdione. On a l'impression, tellement les événements se sont enchaînés vite, que vous avez toujours été en championnat du monde chez Lancia Martini. Je me demande si vous vous rappelez de votre première course, ça vous arrive d'y penser? Ah oui, bien sûr, j'y pense beaucoup, puisque c'était au Rouergue en 78 sur une Simca 1000 Rallye 2. Non, bien sûr, les années se passent très vite. Mais bon, on a le temps d'analyser tout ça. Enfin, maintenant, j'ai un petit peu plus le temps, puisque maintenant, je me trouve dans la meilleure équipe du monde, en championnat du monde. Donc, c'était un rêve que j'avais à 18 ans. Alors bon, maintenant cette évolution, je l'analyse que c'est pas facile. C'est pas facile de se trouver dans un top d'usine, de se trouver dans des nouveaux rallyes qu'on ne connaît pas, d'essayer d'être le plus rapide, d'être le meilleur, de ne pas faire de fautes. Parce que maintenant on intéresse beaucoup plus la presse, on intéresse le public. Et je veux dire, il faut essayer dans sa tête, parce que j'ai eu une bonne saison. Enfin, pour moi, je pense avoir eu une bonne saison.
il y a eu une fin de saison un petit peu moins heureuse, mais je veux dire, on a tendance à toujours rester, enfin les gens, les journalistes, à rester sur les mauvaises épreuves. Et ça, c'est le plus dur dans sa tête. Et je crois qu'il faut assumer tout ça et se dire que je réagis comme quand j'étais jeune, c'est-à-dire que maintenant je me dis, je suis avant tout là pour me faire plaisir au volant, je fais mon boulot, mon travail que j'aime le plus professionnellement possible et j'essaie d'être le plus rapide. Et ensuite, eh bien, on essaiera, pourquoi pas, avec la réussite, d'être un jour champion du monde. Non, ce n'est pas un rallye du championnat du monde. Pourtant, cette Lancia porte bien les couleurs Martini du mondial et c'est bien Didier Auriol qui est à son volant. En fait, vous êtes au Critérium des Cévennes, acte 9 du championnat de France, et la présence exceptionnelle de Didier a attiré cette année la foule des grands jours. Deux spéciales après le départ, tout le monde restera sur sa faim. Radiateur d'huile percé pour la belle Lancia qui se retirera. Une Lancia chasse l'autre et celle-ci est pilotée par un Bruno Sabi très incisif qui prend les commandes pour ne plus les lâcher. Une victoire hélas tardive, mais qui tombe après une série d'abandons dans les manches précédentes. Bravo Bruno. Ça va, ça fait bien. Ça nous console du reste du championnat. L'arrosage traditionnel devant le grand camion de Saxe qui nous a permis. Bravo aussi à celui qui adore les routes en automne, et pour cause, mais François Delecourt sera à vrai dire mal récompensé pour son travail qui lui avait permis de se hisser à la seconde place avant qu'une sortie de route ne lui soit fatale. Coup de chapeau champion de France de l'année, François Chatriot, récemment couronné, qui a rappelé, s'il en était encore nécessaire, le bien fondé de son titre, l'homme et sa machine, ou l'équilibre parfait. Nous, pour nous, ça s'est passé très bien. Ça a été vraiment une course vraiment très intéressante à faire, même quand on a gagné. Troisième place justifiée pour un pilote, que dis-je, un style pour Jean-Pierre Ballet. L'histoire d'un mariage heureux entre le sportif et son public. Baroni emmène sa Ford à la 4e place. Lui, les Cévennes, on le sait, il ne les aime pas trop. Sans faire de bruit, Philippe Touraine accomplit des merveilles depuis le début de la saison. Il est 5e. Une victoire, une et une de plus en groupe N pour Christian Gazot qui y prend goût. Enfin, séquence hommage à celui dont on annonçait dans un précédent résumé du championnat la retraite, Jacques Panciatici. Sensible et coléreux, charmeur et bagarreur, il était de la trempe des grands. Salut au pilote, bienvenue au directeur sportif. Le brouillard, les pelouses, le temps morne et gris, c'est bien l'Angleterre. Ajoutez les immenses propriétés privées, habitées parfois par de superbes animaux, et les châteaux hantés, et vous aurez une partie du décor traversé par le rallye de Grande-Bretagne, le RAC. Le premier à s'élancer, c'est Juha Kankkunen. C'est d'ailleurs lui qui se montre le plus rapide lors de la première étape. Il devance trois autres Toyota, Ericsson, Livlin et Sainz. Le Finlandais va conserver la tête de la course jusqu'au fameux spécial de Kilder, où des nombreux problèmes mécaniques vont le ralentir, tout comme Ericsson. C'est alors Carlos Sainz qui prend le commandement, un Espagnol en tête au RAC. On n'avait jamais vu ça. La Toyota réalise de nombreux temps scratch qu'elle partage avec une Mitsubishi, celle de Pentti Arikala, un Finlandais de 44 ans qui dispute sa première course au volant de la Mitsubishi Galant. Vatanen, sur l'autre voiture du team, connaît de menus soucis de moteur. Il réalise néanmoins 4 temps scratch avant d'effectuer un tonneau qui anéantiront définitivement ses espoirs.
Mazda, malgré un manque de puissance, Salonen se maintient aux alentours de la 6e place. Son compagnon d'écurie, Mikola, est lui aussi parmi le top 10. Mais un tonneau, un de plus, va lui faire perdre plus de 3 minutes. Vauxhall a engagé 2 voitures, des Opel Kadett GSI, 2 roues motrices. Wilson termine 10e et première voiture européenne. C'est l'heure de faire les comptes. Au terme de la 3e étape, Sainz possède 1 minute 36 d'avance sur Eric Alla. Le duel peut commencer. Alla a participé au rallye d'Écosse et il remporte les 5 spéciales disputées sur ce terrain. Il reprend plus d'1 minute au Matador. Sainz réagit dans les forêts de Kildare. Il possède encore 31 secondes d'avance avant la dernière étape. L'Espagnol reprend quelques secondes dans Dalby, mais le Finlandais réagit aussitôt. À 3 spéciales de l'arrivée, Carlos Sainz possède 25 secondes d'avance sur la Mitsubishi. Malheureusement, l'arbre de roue de la Toyota lâche. Sainz, maudit, ne peut défendre ses chances jusqu'au bout. Il terminera derrière Pentti et Arikala qui remporte ici sa première victoire mondiale. La 2e pour la Mitsubishi. Le malheur des uns fait une fois de plus le bonheur des autres. C'est fait, les acteurs du championnat s'élancent pour la dernière manche de l'année. Le rallye du Var entre Saby et Chatriot, c'est pour le sport avec un grand S, puisque ce dernier a déjà le titre en poche.
Bruno Saby touche du bois et se dit qu'une victoire pour terminer l'année ne serait pas faite pour lui déplaire. Après le Rouergue, les Garrigues et les Cévennes, pourquoi pas le Var? Mais voilà, comme souvent en pareil cas, la différence se fait sur le choix tactique des pneumatiques. Une journée à l'avantage de Chatriot. La route d'honneur pour César Baroni qui a cœur ici de prouver à tous et principalement à ses employeurs qu'il mérite cette Groupe A. Tiens, un champion du monde. Mais si vous voulez mon conseil, regardez-le vite. Ça ne va pas durer. Alain Oreille et Gilles Timonier vont en être tout retournés. La même au ralenti pour la séquence cascade. Au-delà du clin d'œil, Alain, si vous nous le permettez, nous retiendrons cette année les victoires sur les 5 continents. En fait, une histoire d'homme simple, l'acteur et le réalisateur. Il s'est passé qu'elle est partie un peu trop active, c'est le fait, j'ai contre-braqué, elle est revenue de suite et ça m'a fait taper. En Groupe N, c'est la Ford de William Audou qui sera la plus rapide. Malheureusement, dans la 6e épreuve, le pilote connaîtra le même sort qu'Alain Oreille. Derrière, la bagarre fait rage entre Christian Gazot et sa GT habituelle et le Corse Claude Balési. Après l'action, séquence gastronomique. Je vous propose de laisser parler les images. Sachez simplement que Bruno Saby refera progressivement une partie de son retard, revenant ainsi très fort sur le leader. Que Baroni viendra s'immiscer à la 2e place du général et que François Delecourt a été égal à lui-même, c'est-à-dire excellent. Quelques instants, nous allons retrouver pour la dernière fois de l'année nos deux compères, Saby et Chatriot, qui vont vous faire vivre les dernières minutes comme si vous y étiez. Une précision cependant, 11 secondes séparent les deux pilotes au départ du dernier chrono. Gros problème dans la mesure où je peux pas... J'ai beaucoup de mal maintenant à empêcher Bruno de remonter dans certaines spéciales parce que les routes sont très glissantes, malgré le beau soleil ou à cause de lui plutôt. L'humidité ressort dans les forêts et c'est beaucoup plus glissant encore qu'hier. Les choix de pneus en sont encore plus délicats et
Voilà, alors ça va être très difficile. Oui, 21 secondes, c'est pas une catastrophe, mais si c'est sec, ce sera très dur parce qu'inévitablement, il nous manque quand même quelque chose pour rivaliser sur l'asphalte. Mais ça laisse un peu d'espoir parce que dans la dernière, c'était sec et on a vu qu'on a pu prendre quand même 5 secondes. En prenant un peu des risques quand même, mais effectivement, je crois que c'est jouable. Il va falloir garder le même rythme. Allez, encore un dernier mot avant de nous quitter pour dire bravo à tous ceux connus ou inconnus, heureux ou malheureux, qui se sont illustrés dans ce championnat. Rendez-vous à tous l'année prochaine. On commence à y croire parce qu'on était revenu à 11 secondes de François Chatriot. On savait que, pas que c'était vraiment jouable, mais je me suis dit qu'il fallait garder le même rythme, tout ça pour ne pas avoir de rejet. Si par exemple François avait un petit problème dans la dernière, ou si parce qu'à la régulière 11 secondes c'était dur, c'était peut-être jouable, mais à condition qu'il y ait un petit problème. Je suis un peu désolé d'avoir cassé une belle voiture comme j'ai, mais à la fois je suis rassuré quand on est sorti indemne parce qu'on est sorti très très vite. Donc 11 secondes au départ de la dernière. Moi j'ai roulé au maximum de ce que je pouvais. J'ai un tout petit peu amélioré par rapport à hier soir. Et Bruno malheureusement est sorti. Et ça je suis très triste parce que ça gâche le final. Et ben voilà.